Suivez les évêques de Bretagne et des Pays de la Loire à Rome. 6e jour de visite ad limina aujourd'hui pour les évêques de l'Ouest à Rome. Les rencontres se succèdent dans les services du Saint-Siège. Vous allez tout savoir dans un instant avec nos invités, Monseigneur Alain Castet, évêque de Luçon en Vendée, et Monseigneur Raymond Santaine, évêque de Vannes dans le Morbihan. Et en seconde partie d'émission, nous ferons connaissance avec un breton, Gaël de Guichin, et comme son nom l'indique, il est originaire de l'Ille-et-Vilaine. Il travaille à la restauration des biens culturels et notamment de l'église Saint-Yves. C'est l'église des Bretons à Rome. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver à Rome pour suivre pas à pas cette visite ad limina des évêques de l'Ouest au Vatican. Alors avant de retrouver nos invités, quels ont été les moments importants de ces dernières heures, Patrick Longchamp ? Eh bien voilà, après un dimanche de détente qui s'est achevé par une visite à Rome de quelques-uns de nos évêques sous la houlette de Monseigneur d'Agen, s'en est suivi un lundi studieux avec 2 visites. La première à destination de la Congrégation pour le clergé qui a 3 missions principales, je les rappelle, fonction et formation du clergé, formation religieuse des fidèles par le biais de la catéchèse, et enfin le souci et l'aspect matériel de la vie du clergé. Il a été abordé différentes questions, essentiellement celle de la centralité du ministère et de la distinction des tâches entre celles dévolues aux prêtres et aux laïcs, comme l'avait évoqué vendredi le Saint-Père dans son adresse aux 32 évêques. La seconde visite nous touche davantage, en tout cas nous, Anthony, hommes et femmes de médias, puisqu'il s'agit de la visite au Conseil pontifical pour les communications sociales, qui a pour mission d'encourager et de soutenir l'action de l'Église et de ses membres à travers les différentes formes de communication, mais aussi à travers tous les médias du monde entier. Lors des Journées mondiales pour les communications sociales, ce conseil pontifical tente chaque année de faire prendre conscience aux chrétiens du devoir pour chacun d'œuvrer et permettre aux médias de servir la mission pastorale de l'Église. Ces dernières années, d'ailleurs, le pape Benoît XVI est intervenu sur les questions du numérique et de l'Internet. Ce matin, Monseigneur Celli est particulièrement revenu sur différents faits, mais surtout sur nos radios. Les radios qui sont des radios non pas forcément dévotionnelles ou uniquement dévotionnelles, qu'il faut travailler au rajeunissement des auditeurs en favorisant le développement des radios à destination des 20-40 ans. Il s'en est suivi un temps de repas ce midi autour du cardinal Etchegaray qui venait célébrer aussi ses 90 ans. L'après-midi, elle est consacrée à la sacro-sainte sieste romaine et à la célébration à 16h à Sainte-Marie-Majeure, seconde étape du pèlerinage des 4 basiliques entamé jeudi dernier au tombeau de Pierre. Voilà pour les dernières heures. Et pour cette journée de mardi, Patrick, quel est le programme des évêques ? Eh bien, mardi, une grosse journée parce qu'il faut savoir qu'à Rome, les congrégations sont ouvertes le matin et l'après-midi, le mardi et le vendredi, mais pas les autres jours de la semaine où ce n'est ouvert que le matin. Donc, 4 visites programmées, 11h congrégation pour les religieux, 12h30 Corunum avec 8 évêques de la province, enfin des 5 provinces, 17h14 les évêques se rendront au conseil pour les migrants et à 18h15 conseil pour les laïcs. Grosse journée en perspective sur lesquelles nous reviendrons demain. Merci Patrick Longchamp. Que retenir de ces dernières heures de cette visite à Limina ? Nous allons donc en parler avec nos invités. Monseigneur Alain Castet, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'évêque de Luçon. Monseigneur Raymond Santaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'évêque de Vannes. Pour vous interroger également avec nous, Sophie Noailles. Bonjour Sophie. Bonjour Anthony, bonjour Monseigneur Castet, bonjour Monseigneur Santaine. Et nous allons revenir dans un premier temps, si vous le voulez bien, sur cette rencontre. Alors il y a maintenant plusieurs jours maintenant, c'était vendredi dernier, cette rencontre avec le pape Benoît XVI. Si vous aviez un message, un mot, une phrase qui vous reste encore dans la tête, ce serait laquelle, Monseigneur Alain Castet ? Je dirais d'abord que ce qu'il me reste, c'est l'écoute du pape, sa disponibilité, la manière précise, directe dont il a su nous parler, nous répondre, nous encourager. Paradoxalement, si j'avais à retenir quelque chose, je me souviendrais de ce qu'il a dit de la vie de Jeanne d'Arc. Même question pour vous, Monseigneur Santaine, si vous aviez un message à retenir de cette rencontre avec le pape Benoît XVI. Ce qui m'a marqué, c'est surtout la grande lucidité du Saint-Père, sa grande faculté à enseigner. On sent que le Saint-Père a été professeur toute sa vie, et donc il parle et il fait vraiment partager ses convictions, ses immenses connaissances, avec une simplicité et une clarté qui relève vraiment une pédagogie extraordinaire. Vous avez rencontré hier, Monseigneur, la Congrégation pour le clergé et le Conseil pour les communications sociales. Commençons avec la Congrégation pour le clergé. Quelques mots d'abord sur cette congrégation. De quoi s'agit-il, Monseigneur Santaine ? Bien, la Congrégation pour le clergé a 3 missions. La formation du clergé, mais aussi la catéchèse. Curieusement, la catéchèse ne dépend pas de l'enseignement catholique, mais de la Congrégation pour le clergé.
Et également les ressources, les ressources des prêtres, l'entretien matériel des prêtres, dépend aussi de cette congrégation. Et alors, en cette crise des vocations, justement, quelle est la mission de cette congrégation pour le clergé? C'est évangélisons, engagez-vous? Voilà, on nous a rappelé l'importance de la prière pour les vocations, qui n'est pas une prière parmi d'autres, mais on a bien distingué la vocation au sacerdoce des autres vocations auxquelles un chrétien peut être appelé. Il y a de bonnes vocations, celles qui servent, et puis les autres? Non, toutes les vocations servent, mais la vocation au sacerdoce ministériel fait partie de la structure même de l'Église et est essentielle à l'Église, d'où la définition et la différence entre le sacerdoce ministériel et le sacerdoce baptismal. Le Concile Vatican II nous dit qu'il y a une différence de nature entre ces deux sacerdoces et pas seulement de degré. Monseigneur Alain Castet, je vous ai vu réagir à la question d'Anthony, à cette phrase « crise des vocations ». Pensez-vous réellement qu'il y a une crise des vocations? D'abord, depuis que je commence à avoir quelques années d'expérience chrétienne, de séminariste, de prêtre et puis d'évêque, depuis que j'ai 10 ans, j'entends les abbés parler de la crise des vocations. Ce mot est un peu étonnant. C'est un peu étonnant. D'abord pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il nous met dans une situation d'inquiétude et d'angoisse, qui est toujours une mauvaise attitude spirituelle. Et puis secondement, parce que ce n'est pas vrai partout. Vous savez que les Français ont une particularité, c'est que quand ils ont la grippe, ils pensent que le monde entier a la grippe. C'est très fort chez les Français. Ça, c'est extraordinaire. Tout ce qui se passe chez eux, en fait, est la matrice de l'universel. Mais ce n'est pas totalement vrai. Et donc, le monde entier ne vit pas dans cette conscience. En particulier, l'Amérique du Sud vit bien souvent et dans bien des lieux, je dirais, dans l'élan de Vatican II, et profite d'un vaste mouvement d'évangélisation ainsi que de réponse aux vocations. Les États-Unis, peut-être le savez-vous, n'ont jamais eu autant de vocations depuis 1970. De vocations sacerdotales, j'entends. Bon. Donc ce n'est pas général, et je pense que le mot est anxiogène. En effet, aujourd'hui, dans nos pays, la réponse semble ténue et fragile. Même s'il y a des jeunes généreux et en tout temps, il est d'ailleurs à noter que ceux qui répondent sont des gens qui le font au cœur de ce monde sécularisé, en connaissant ce monde, et d'ailleurs avec un paradoxe étonnant pour notre temps, sous prétexte que cette génération nouvelle est plus classique, certains anciens le lisent comme un retour en arrière, alors que ces jeunes n'ont jamais connu l'arrière, ni l'autrefois, et qui sans doute ils sont beaucoup plus modernes dans bien des choix que leurs prédécesseurs. Et donc il y a une difficulté aujourd'hui à lire ceux qui répondent, et qui pourtant le font avec générosité. Voilà. Autre rencontre dans le cadre de cette visite à Limina, c'était hier matin avec le Conseil pour les communications sociales. Monseigneur Castet, vous me montriez juste avant l'émission votre téléphone portable. Vous êtes visiblement un évêque branché sur les réseaux sociaux. La communication, c'est quelque chose d'important? Vous allez me dire oui, forcément. Je crois qu'on fait ce qu'on peut, mais ouais. L'expérience, et là je parle depuis ma petite fenêtre en Vendée, qui est assez grande d'ailleurs comme fenêtre, puisque la Vendée. Voilà, les gens sont nombreux, et en particulier très attachés à notre radio, qui est une des principales, qui a une des principales pénétrations dans le diocèse, et je mesure combien ce média souple, plastique, rapide dans ses réactions, est extrêmement important pour notre communication diocésaine. Ça, je le mesure tous les jours. La preuve, nous sommes ici, vous êtes écouté en plus sur RCF Vendée. Voilà, et avec, tout simple, le fait d'avoir un mur fait qu'on voit très bien que les 18-24 ans, également, se réfèrent souvent à cette réalité. Bon, je ne serais pas de ceux qui diraient qu'il ne faut pas soigner la communication. Il ne faut pas négliger non plus pour les anciennes générations une presse écrite quand on le peut soigner. Monseigneur Celli, qui est président du Conseil pontifical des communications sociales, donc, qui a rencontré les évêques, leur a bien rappelé cette phrase de Paul VI, qui revient souvent d'ailleurs lors de cette visite à Limina, l'Église se fait conversation. Et l'Église se fait conversation aujourd'hui dans ce qu'on appelle la culture numérique. Ce ne sont plus des moyens, mais c'est une culture que l'Église doit habiter. Monseigneur Santaine, habiter cette culture numérique, ça vous paraît un défi
Insurmontable ? C'est un défi qui certes, n'est pas insurmontable, mais c'est un défi qu'il faut nécessairement relever, donc il n'est pas insurmontable, car si l'on veut toucher les jeunes générations qui sont totalement pétries par cette culture, il faut nécessairement passer par là. Monseigneur Alain Castet, Monseigneur Raymond Santaine, merci d'avoir été nos invités pour cette première partie d'émission. Et pour cette seconde partie d'émission, nous allons à la rencontre d'un Breton vivant à Rome. Il s'appelle Gaël de Guichen, il a 71 ans. Il est à Rome depuis 1969 et aujourd'hui conseiller auprès du directeur général de l'ICROM. L'ICROM, c'est le Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels, une institution qui dépend de l'UNESCO. Gaël de Guichen, vous allez voir, est un Breton passionné, évidemment, passionné des vieilles pierres et très amoureux également de l'église Saint-Yves. C'est l'église des Bretons à Rome. Nous l'avons rencontré chez lui. Rencontre avec Gaël de Guichen, qui était auparavant d'ailleurs conservateur de la grotte de Lascaux et à Rome depuis 1969. Rome, c'est une ville de pèlerinage. Donc, les gens du monde entier venaient, du monde au moins d'Europe entière, venaient en pèlerinage ici. Alors, ils arrivaient à pied. Si vous venez de Bretagne, ils ont mis 8 semaines, 9 semaines, 10 semaines à pied. Ils arrivent et débarquent. Il n'y a pas le smartphone, il n'y a pas Internet, etc. Ils ne savent pas où aller. Donc, qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils demandent où sont les nationaux, les gens du pays. Et donc, depuis au moins le XIVe siècle, les Portugais s'étaient regroupés pour faire une église de Portugais pour accueillir les Portugais. Les Espagnols avaient fait de même, les Milanais avaient fait de même, les Génois avaient fait de même, les Allemands, les Flamands, les Anglais et les Bretons. Donc, les Bretons avaient leur église, leur hospice. Ils accueillaient le pèlerin breton. Ça dépend des époques, ça dépend de l'argent qu'ils avaient, pendant 3 jours en général, gratuitement. Puis après ça, le pèlerin devait trouver... Mais le pèlerin ne restait pas longtemps à Rome. Hein. Donc cette église bretonne, qui est Saint-Yves des Bretons, existe avec les bâtiments qu'il y a autour, qui ont été achetés au cours des années, au cours des siècles, par la communauté bretonne. Et aujourd'hui, cet ensemble, église plus... ça fait un beau bloc de maisons. Ça doit faire... qu'est-ce qu'il doit y avoir hein? Il doit y avoir peut-être 24 appartements à peu près. Tout ceci est loué à la plupart du temps des Français. On le donne en priorité. C'est géré par ce qu'on appelle les pieux établissements de la France à Rome et à Lorette. C'est un quartier breton encore aujourd'hui parce qu'il y a l'église évidemment Saint-Yves, mais y a-t-il des Bretons aussi, mis à part vous évidemment ? Il y en avait. Ils ont disparu, c'est en voie de disparition. Non, ça dépend. Je suis sûr que s'il y a un Breton qui arrive et qui cherche à loger et qui demande, peut-être qu'on lui attribuera en priorité. Lorsque j'y suis allé, elle est fermée, cette église, en restauration. Mais qu'est-ce qui se passe ? Saint-Yves est certainement aujourd'hui la plus mal lotie. Pourquoi ? Les raisons. Je dirais d'abord à cause des Bretons. Parce que les pèlerinages bretons qui viennent à Rome, ils ne viennent pas ici. On vous sent tellement passionné que vous avez tenu aussi à remettre le blason breton sur cette église Saint-Yves. Expliquez-nous l'histoire un petit peu. Là. Ah oui, alors très rapidement. Les Bretons, on avait 4 beaux blasons avec l'hermine. Or, quand l'église a été démolie pour être construite en 1876, je crois, ces blasons ont été enlevés, ils ont été mis dans un cloître ailleurs, et ils n'étaient plus reliés, disons. Donc les bâtiments n'avaient plus de sens. 14 ans j'ai travaillé pour que ce soit remis. Il m'a fallu 4 ambassadeurs, 5 ambassadeurs. Le 6e, finalement, parce qu'avant ça on m'a dit « Ah, vous voulez faire du régionalisme ?» J'ai dit « Non, c'est historique, c'est pas une question régionaliste. » Et maintenant, depuis 4 mois, sur le bâtiment breton, il y a les hermines qui ont été replacées. Gaël de Guichen, conseiller auprès du directeur général de l'ICROM, le Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels. Merci d'avoir suivi cette émission ici depuis ce séminaire français de Rome pour vous faire vivre évidemment avec l'ensemble de l'équipe cette visite ad limina des évêques de Bretagne et des Pays de la Loire, visite ad limina à Rome, une émission réalisée par Sophie Noailles, Patrick Longchamp et Anthony Torzek de la radio Fidélité pour l'ensemble des radios chrétiennes de Bretagne et des Pays de la Loire. À demain, même heure, même fréquence.